Bienvenue dans le débat de France 24. Il n'est plus maintenu en vie par ces médecins qui ont cessé de l'alimenter. Pour la première fois depuis 2008, Vincent Lambert se retrouve seul face à la mort. L'ancien infirmier devenu tétraplégique suite à un accident de la route était maintenu en vie jusque-là dans un état végétatif, devenu un symbole pour les partisans du droit individuel à choisir une mort digne, comme des opposants résolus à toute forme d'euthanasie. Son cas déchire sa famille, divise la France et désormais aussi au-delà des frontières hexagonales, puisque l'ONU s'en mêle à son tour. Le temps est-il venu pour le corps médical d'interrompre les soins dont bénéficie Vincent Lambert? Pour en débattre avec nous, le docteur Catherine Kiefer. Vous êtes médecin de médecine physique et de réadaptation et chef de service d'une unité de patients en état de conscience altérée à Villeneuve-la-Garenne. Merci d'être avec nous. Docteur Isabelle Marin, vous êtes médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Vous êtes également secrétaire général de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. Merci beaucoup. Également parmi nous, Elisabeth de Courrèges, membre de l'association Cato Voice. Vous êtes par ailleurs ergothérapeute. Vous venez donc en aide auprès de personnes notamment handicapées pour leur permettre de vivre bien qu'en situation de dépendance. Et puis également avec nous, Jonathan Denis, secrétaire national de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, qui milite de longue date ici en France pour le droit à l'euthanasie. Merci beaucoup, merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Mais d'abord, retour donc sur les faits avec Florent Rodeau. Depuis quelques heures, Vincent Lambert ne reçoit plus de traitement, un choc pour son demi-frère. Il m'a prendre frottement par mail. Vincent est sédaté. Sédaté, c'est-à-dire endormi de manière profonde et continue par l'équipe médicale. Après 6 ans de procédure jusqu'au Conseil d'État et à la Cour européenne des droits de l'homme, la justice en a décidé ainsi, insupportable pour la mère de Vincent Lambert. Ils sont en train de le tuer, on s'en va. Ils sont en train de le tuer sans rien nous avoir dit. C'est des monstres. L'ensemble de la famille a bien été informé par lettre du médecin ce lundi matin. L'épouse de Vincent Lambert, elle, a choisi de garder le silence. Pour son avocat, son combat est très clair. Rachel Lambert a toujours eu la même position, c'est que les volontés de son époux soient respectées. Et cela depuis le début, depuis le moment où Vincent Lambert était en pleine possession de ses moyens. Donc au jour d'aujourd'hui, elle voit effectivement ces volontés qui sont mises en œuvre par le médecin. Et donc elle ne peut qu'être satisfaite. Les parents de Vincent Lambert ont tenté toutes les procédures pour demander le maintien des soins à leur fils. Leurs avocats ont à nouveau saisi en urgence le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. Une requête d'ores et déjà rejetée par la CEDH. Et on va discuter dans un instant de ce que sont les convictions de chacun ici même autour de cette table et de ce que devrait ou pas être la loi à l'avenir et le traitement donc du cas de Vincent Lambert. Mais d'abord pour essayer de comprendre ce que dit la loi aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie prévoit que dans une situation d'obstination déraisonnable et sous réserve de la volonté du patient, les traitements permettant le maintien en vie puissent être interrompus sur décision médicale. Alors évidemment tout de suite cette question, Catherine Kiefer. Vincent Lambert, avant l'interruption ce matin du traitement, était-il en fin de vie? Donc, pour moi, il n'était absolument pas en fin de vie. J'ai des patients comme lui dans mon service, dont un qui est là depuis 20 ans. Et ils peuvent être en vie très longtemps. Et justement, nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, avec les capacités qui sont les leurs. Ce sont de grands handicapés, qui sont handicapés moteurs, handicapés psychiques, handicapés cognitifs, sont en état de conscience altéré, mais ils sont bien vivants. Ils sont jusqu'à ce qu'ils fassent une complication grave qu'on devra soigner ou peut-être ne pas soigner. Et là, on fait une gradation des soins. Mais... Écoutons ce qu'en dit Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Elle est l'une des nombreuses personnalités politiques à s'être exprimée aujourd'hui sur ce cas. C'est une décision de justice qui condamne en réalité à la mort, quoi. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, parce que même si c'est brutal, c'est la réalité. Alors même qu'on n'est pas dans le cas d'un acharnement thérapeutique, puisque, encore une fois, il ne survit pas grâce à des machines. Le questionnement, il est évidemment sur l'euthanasie, vous l'avez bien compris. Et donc, il n'est quand même pas inintéressant de savoir ce que le président de la République peut penser de cela et des conditions ou des critères qu'il compte y mettre. Isabelle Marin, on n'est pas dans un cas d'acharnement thérapeutique, dit Marine Le Pen. Est-ce que ce sont des machines ou pas qui lui permettaient jusqu'à aujourd'hui de survivre?
Alors, l'acharnement thérapeutique n'est pas défini par les machines, hein. Il est défini par le fait que les traitements proposés sont disproportionnés par rapport à l'état du patient. Actuellement, la loi, en tout cas, nous dit que alimentation et hydratation font partie des traitements. Donc, il est bien en survie grâce à des traitements médicaux. Voilà. Il est bien en survie grâce à des traitements médicaux, grâce à une intervention extérieure. Donc, Elisabeth de Courrèges, il n'était plus capable de vivre seul, sans l'aide de ces machines. Que répondez-vous à cela ? C'est vrai. Il n'était probablement plus capable de dire combien font 2 + 2, de parler, de nous répondre. Mais pourtant, on ignore tous ce qu'il percevait, ce qu'il pouvait entendre, ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait ressentir. Et précisément devant cette situation éminemment douloureuse, complexe, d'une personne qui depuis des années ne peut pas s'exprimer et d'une personne dont nous ignorons tout, je crois qu'il y a une vraie légitimité à se poser la question du sens de la vie de ces personnes. Moi, je suis plongée dans un travail où je côtoie ces réalités difficiles au quotidien. Et c'est vrai que c'est une interrogation pour les soignants, pour la famille et pour la société. Maintenant, je pense qu'il est bon de s'interroger sur quelles réponses on apporte devant ces situations extrêmement questionnantes. Et là où je travaille, nous avons fait le choix d'accompagner ces personnes, de chercher à soulager leur douleur, apprendre à accompagner leur famille et à redonner du sens au quotidien, un jour après l'autre, par nos soins, par nos gestes, par nos mots, par nos paroles et nos attentions. Et je crois que nous le faisons vraiment au nom de la dignité de ces personnes, qu'aucun handicap et qu'aucune dépendance ne peut atténuer, altérer. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutes les personnes sont dignes. Vincent Lambert porte une dignité que rien ne peut altérer. Jonathan Denis, pour vous, la situation dans laquelle se trouve depuis 10 ans Vincent Lambert, cet état végétatif qui, d'après un rapport d'experts de novembre dernier, a conclu que cet état était irréversible. Vous pensez qu'il justifie aujourd'hui qu'on interrompe le maintien en vie de manière artificielle ? Il y a une loi qui existe. Je ne suis pas d'accord avec cette loi. Je la trouve très insuffisante. Aujourd'hui, on est dans une affaire Vincent Lambert parce que il y a cette insuffisance, c'est parce que la loi n'a pas prévu les cas. On parle de dignité, oui, je suis d'accord avec vous, effectivement. Chacun a sa définition de sa dignité. Vincent Lambert, il avait dit quelque chose à son épouse, il avait dit quelque chose à sa famille. C'est bien il ne l'a là pas le problème. écrit, mais justement, après, il y a un vrai débat à faire sur les directives anticipées, les personnes de confiance, et que la loi puisse prévoir le cas où on n'est pas écrit ces directives anticipées et on n'est pas désigné de personnes de confiance. Et c'est ça le vrai problème de Vincent Lambert. Je ne suis personne pour juger la dignité de Vincent Lambert. Je ne suis personne non plus pour dire le choix de Vincent Lambert doit être ceci, cela. Moi, j'ai un choix. Je souhaite que chacun soit respecté dans son choix. Si on souhaite demain que, par croyance, par exemple, on aille le plus loin possible jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. Je souhaite que ces personnes soient respectées dans leur choix et qu'on n'aille pas demain leur faire, par exemple, une sédation profonde et continue si elles ne souhaitaient pas le faire. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était la première fois pour Vincent Lambert. C'est pas la première fois. Vincent Lambert, il a déjà bénéficié d'une sédation. Ça a duré 30 jours. Qui a été interrompue. Qui a été interrompue. Il n'y avait pas Donc, de sédation. la sédation cette sédation une profonde, interruption des soins, mais il n'y avait pas de sédation. Oui, une interruption, mais ça dure 30 jours. Là, cette sédation, elle va peut-être durer aussi très longtemps. Et ça ne peut pas être la réponse unanime. Et aujourd'hui, il va falloir, au-delà de toute l'émotion médiatique, de toute l'émotion devant cette bataille judiciaire et familiale, repenser véritablement la question de l'accompagnement et de la fin de vie. Et la question de la volonté que vous venez d'exprimer, qui effectivement est cruciale dans cette affaire, qu'on va évoquer dans un instant, mais pour essayer de comprendre exactement dans quel état se trouve aujourd'hui Vincent Lambert, Catherine Kiefer, depuis 11 ans qu'il est dans cet état, est-ce qu'on sait s'il souffre ? Quel est son degré de conscience et de perception du monde qui l'entoure ? Donc, c'est difficile de parler de Vincent Lambert. Moi, je l'ai vu qu'une fois pendant 1h30, donc je ne l'ai pas vu beaucoup. Mais ce sont des patients qui ont des fluctuations de leur niveau de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ils vont être pas réactifs, on va leur parler, on va les stimuler et ils vont pas répondre. Et à d'autres moments, ils vont être capables de répondre, de manifester des émotions, de tourner la tête, de tourner les yeux, éventuellement de vocaliser, de bouger. Et ça, Vincent en est capable à certains moments. C'est ce que disent en tout cas ses proches qui ont fait circuler une vidéo qui a été très contestée par les opposants, par ailleurs, au maintien en vie coûte que coûte de Vincent Lambert. Oui, enfin, il y a quand même eu plusieurs vidéos, même s'il n'y en a eu qu'une qui est sortie dans la presse. Mais il y a eu plusieurs vidéos, et les patients dont on s'occupe, on sait très bien que ça dépend de la façon dont on les stimule. Isabelle Marin, on sait si cet état est intolérable pour lui à vivre au quotidien ? Alors,
Moi, je suis médecin de soins palliatifs et je n'ai jamais rencontré Vincent Lambert. Donc, je ne peux pas me permettre de parler d'une situation que je n'ai pas vue. Quand on est médecin, on peut parler de ce qu'on soigne, ce qu'on a vu. Catherine a donc vu Vincent Lambert et peut en parler. Moi, je ne peux pas. Je rejoindrai... Ces patients ressentent la souffrance physique, pardonnez-moi, ceux qui se trouvent dans le même état, si tant est qu'on puisse établir des équivalences. Puisqu'ils ne peuvent pas exprimer leur ressenti, on ne peut rien en savoir. Nous, ce qu'on fait en soins palliatifs, c'est qu'on fait comme si. C'est-à-dire qu'on fait comme s'ils pouvaient ressentir de la souffrance, comme s'ils pouvaient être en relation avec nous. Et en effet, de temps en temps, on a l'impression qu'ils sont en relation, qu'ils entendent, etc. La question n'est pas de savoir... Personne ne pourra vous dire ce que ressent Vincent Lambert, puisque Vincent Lambert ne peut pas l'exprimer. Simplement, on peut simplement faire comme s'il ressentait, parce qu'il faut faire ce pari-là qui a de temps en temps peut-être un peu de conscience, et que dans ces cas-là, on fait ce pari-là. Voilà. En soins palliatifs, on va s'occuper au plus près, comme vous l'avez dit très bien, je crois, du confort du patient, comme c'est fait aussi dans le service de Madame Kiffer. On va essayer de s'occuper au plus près de son confort, de son bien-être, voilà. Et dans cette situation aussi, pardon, j'ai pas fini tout à fait. Cette situation, ce qui est terrible, c'est aussi toute la dimension familiale. Parce qu'en effet, ces patients-là ne sont pas des patients isolés tout seuls, comme ça, dans la Lune. Ce sont des patients qui ont des proches et on ne peut pas... Enfin, en soins palliatifs, on ne s'occupe pas seulement du patient, on s'occupe aussi de son entourage, on s'occupe aussi de ses proches, aussi en pensant que le bien-être d'une personne dépend de ça, dépend de son entourage. Et la situation qui est absolument dramatique pour tout le monde et pour tous ses proches actuellement, c'est bien ce conflit et ce déchirement. Et je crois que c'est ça le plus difficile dans l'histoire. Si je vous ai posé, pardonnez-moi, la question de la souffrance, c'est que la mise en sédation profonde répond en général à une souffrance qui devient intolérable pour le patient. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a la conviction ? Alors, c'est encore une fois, on met la sédation. Je pense que le docteur Sanchez va proposer une sédation. En effet, en supposant que peut-être il y a de la souffrance et qu'à ce moment-là, il prend tous les moyens possibles pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Voilà. Je vous ai vu, Jonathan Denis, exprimer un étonnement. Non, alors c'est pas un étonnement. La sédation profonde et continue peut être une réponse. Ce n'est pas toutes les réponses. On parle des soins palliatifs. Oui, les soins palliatifs peuvent être une réponse, évidemment. Il faut simplement mettre l'argent aujourd'hui sur les soins palliatifs. Depuis le 1er janvier, il n'y a plus de plan financier sur les soins palliatifs. Donc, évidemment, on ne va pas réussir à réfléchir sereinement à une question de la fin de vie si déjà tous les choix ne peuvent pas être mis sur la table et si on ne donne pas un accès universel aux soins palliatifs. Parce que c'est bien ça le problème. Hein. Vous avez quand même 70% des personnes qui devraient pouvoir en bénéficier, qui n'en bénéficient pas. Donc, moi, j'ai un profond attachement à ces soins palliatifs, mais qui doivent vraiment être proposés à tous les Français. Pour la sédation, ça peut être une réponse. Moi, je ne sais pas si on souffre pas d'une sédation. Personne n'en est jamais revenu pour nous le dire aussi. Elle s'accompagne en règle générale de la mort, il faut bien le dire. Ah ben, de toute façon, in fine, c'est toute l'hypocrisie quand même de cette loi-là. In fine, enfin, elle accélère le processus pas du tout. Allant vers la mort. Non, normalement non. On en est certain. Ah ben ça oui, oui, parce que les sédations, il y a plein de types de sédations qu'on utilise. On utilise des sédations, par exemple, en anesthésie fréquemment. En soins palliatifs, on utilise... Vous êtes sûr que dans les centres de soins palliatifs... Dans les centres de soins palliatifs, on utilise la souvent sédation profonde sédations... n'accélère pas le processus. Alors, on utilise souvent des sédations pour différents cas. On utilise des sédations dans des poussées d'angoisse. On utilise des sédations dans les cas de symptômes aigus. Et habituellement, certains patients ne décèdent pas après la sédation. Donc, on sait très bien que la sédation n'accélère pas la mort quand elle est bien conduite. Voilà, c'est une question de dose, si je puis me permettre. Voilà, oui, bien sûr, tu as raison. Alors, qu'a exprimé de son vivant le patient aujourd'hui, en tout cas, dans le cas précis de Vincent Lambert, on ne le sait pas, il ne l'a pas dit, il n'a pas laissé, comme on dit, de directive anticipée. C'est ce que préconise justement la loi Claes-Leonetti pour déclencher cette sédation profonde. Mais dès avril 2013, l'unité de soins palliatifs dans laquelle se trouve aujourd'hui Vincent Lambert avait justifié sa décision d'enclencher un premier protocole de fin de vie, celui que vous évoquiez, en arguant du fait que Vincent Lambert lui-même multiplier des comportements d'opposition aux soins, faisant suspecter un refus de vivre. C'est donc laissé à l'interprétation des équipes médicales. Je pense que ça, c'est justement une faiblesse du processus qui a été enclenché. C'était antérieur à la loi Claes-Leonetti, c'était 2013. Ah ben oui, mais la première loi Leonetti, c'était 2005, révisée 2009. Donc il y avait déjà la notion de directive anticipée qui devait déjà être écrite à ce moment-là. Non, ce que je veux dire sur la faiblesse là de l'argument, si je puis me permettre, c'est que, outre le fait qu'il ne l'avait pas écrite,
l'équipe qui interprétait ces manifestations de conscience comme étant des manifestations de refus de soins, c'est aussi l'équipe qui a écrit qu'il n'avait pas de manifestation de conscience. Donc soit il n'en a pas, et c'était un argument pour dire donc il faut Pour vous, il y a une contradiction. Oui, il y a une contradiction flagrante. Soit il a vraiment des capacités d'exprimer une certaine conscience et un mal-être, soit il n'en a pas. Et Elisabeth de Courrèges, qui écoutait aujourd'hui les parents de Vincent Lambert, dont on sait par ailleurs qu'ils militent, et c'est tout à fait leur droit bien sûr, pour le maintien en vie, coûte que coûte, c'est leur conviction, leur foi catholique qui s'exprime, ou bien l'épouse et le neveu de Vincent Lambert, l'épouse qui a donc vécu avec lui pendant ses années d'adulte, qui dit l'avoir vu très clairement exprimer le souhait de ne pas finir de cette manière-là, c'est-à-dire dans cet état végétatif dans lequel il se trouve depuis 10 ans, qui, eh bien aujourd'hui, est désignée par ailleurs depuis maintenant 2016 comme tutrice légale de Vincent Lambert. Oui, ben précisément, ce tiraillement familial révèle qu'au fond, finalement, même par amour pour une personne, on n'a pas les mêmes aspirations quant à son avenir. Donc ça, c'est certain. En revanche, lorsque vous parliez de cette subjectivité de la dignité humaine, non, en réalité, toutes les personnes ont une dignité qui est objective, qu'on ne peut pas relativiser. Je ne remettez pas la dignité. Je disais simplement que votre définition de votre dignité à vous n'était pas la même peut-être que la moi, et votre choix n'est peut-être pas le même que le mien. Mais c'est différent de la dignité. Donc, ce qui est difficile, c'est que, voilà, on a des amours qui s'expriment avec deux aspirations différentes. Ce qui est certain, c'est que jusque-là, nous nous posons des questions qui concernent vraiment la fin de vie. Oui, mais comment s'assurer, pardonnez-moi, que les convictions, en l'occurrence celles des parents, ne viennent pas fausser leur jugement sur ce que souhaite leur fils ou ce qu'aurait souhaité leur fils? Elles font partie de leur jugement, elles sont forcément des éléments qui viennent alimenter une conviction et un désir pour une personne, c'est inévitable. Je crois qu'on est arrivé à un point où la situation est tout à fait inextricable. Quelle que soit la décision, on peut dire que c'est pas une bonne décision. Je veux dire, j'espère qu'on a pris là la moins mauvaise décision. En tout Dans cas, un contexte ô combien passionnel, on l'a vu. Passionnel et difficile. Je voudrais insister sur le fait que ce qui compte dans cette histoire-là, c'est qu'on voit bien qu'on arrive à une situation où les choses sont totalement impensables, en fait. Totalement impensables. Vous voyez qu'on arrive à des contradictions. Ils ne pensent pas, mais ils souffrent. Enfin, on arrive sur des situations vraiment extrêmement difficiles et que ce qui a un peu fait naître la loi Claes Interinity, c'était justement de ces situations-là. Parce qu'il faut se dire que l'état dans lequel est Vincent Lambert n'est pas un état naturel. C'est-à-dire que pour arriver à devenir un état végétatif chronique, il faut qu'on ait été réanimé et réanimé suffisamment longtemps pour pouvoir être capable de respirer spontanément, alors même que les fonctions supérieures qui vous permettent de respirer habituellement ne sont pas là. Donc c'est un état qui est construit par des réas longues. Depuis toute cette histoire, on a compris, enfin j'ai eu l'impression en tout cas que les réanimateurs sont beaucoup plus prudents quand ils font des actes et des réanimations, réfléchissent beaucoup plus en amont de ne pas fabriquer d'une certaine façon des situations totalement délirantes, impensables, qui sont celles de maintenant. Qui abrègent davantage de vie ? Paradoxal, enfin, oui, peut-être. Enfin, la mort survient parce que ce sont des patients qui sont en train de mourir, en fait, et qu'on va rattraper au dernier moment. Lambert est dans cette situation depuis plusieurs années. Donc maintenant, se reposer des questions de cet ordre-là avec une personne qui est en vie... Je ne parle pas de Vincent Lambert, mais je trouve que c'est très important parce que j'ai rencontré le docteur Kiefer, parce que nous avons eu ensemble, par exemple, un patient commun. Depuis cette époque-là, je n'en ai plus vu du tout dans mon hôpital. C'est-à-dire que la loi a permis de supprimer le problème. Un changement des pratiques. Ce qui est quand même important. On va en reparler dans un instant parce que c'est évidemment très important dans le cas qui nous intéresse là et dans d'autres qui pourraient se poser à l'avenir. Restez avec nous, c'est déjà la fin de la première partie du débat, mais on se retrouve tout de suite. Et on débat toujours ici du cas de Vincent Lambert en France, ce patient tétraplégique maintenu dans un état végétatif depuis 10 ans maintenant, et que le corps médical donc aujourd'hui a accompagné vers la fin de vie puisque il a été décidé de suspendre les soins conformément à plusieurs décisions de justice successives. Je vous le disais, ça fait 10 ans maintenant que dure ce feuilleton judiciaire et familial, terrible bien sûr pour les proches. Toujours avec nous pour en débattre, le docteur Catherine Kiefer, médecin de médecine physique et de réadaptation, chef de service d'une unité de
patient en état de conscience altéré à Villeneuve-la-Garenne. Docteur Isabelle Marin, médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, secrétaire générale de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elisabeth de Courrèges, membre de l'association Cato Voice et ergothérapeute, vous venez en aide aux personnes en état de dépendance, notamment des personnes handicapées. Enfin, Jonathan Denis, secrétaire national de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD. Alors la France a une réglementation particulière puisque elle s'oppose à l'acharnement thérapeutique, mais qu'elle ne légalise pas pour autant l'euthanasie. On va se diriger vers un pays où l'euthanasie est aujourd'hui une pratique légale, le droit bien sûr à l'euthanasie. Avec nous en ligne, Philippe Mahou, vous êtes chirurgien, co-auteur de la loi sur les soins palliatifs et l'euthanasie en Belgique. De votre point de vue, comment analysez-vous le cas de Vincent Lambert ici en France ? Écoutez, je ne veux pas intervenir dans un cas qui est un cas particulier. Je peux rappeler simplement ce que sont les règles qui ont présidé à la loi en Belgique. C'est que l'euthanasie ne constitue pas un délit ni à partir du moment où une certaine condition sont remplies. Ce sont des conditions qui dépendent du patient. La demande du patient doit être formulée et doit être claire. C'est un médecin qui y répond et donc il s'agit d'un dialogue entre le patient et son médecin. Il y a des conditions qui sont liées à l'état du patient, douleur qu'on ne peut soulager dans le cadre d'une maladie incurable et avec une réponse du médecin et une liberté du médecin, la clause de conscience telle que nous l'appelons. D'autre part, si un patient, quand il est bien portant, a fait une déclaration anticipée et considère que s'il devient inconscient, il peut bénéficier d'une euthanasie. Je dirais que de manière différée, l'euthanasie peut être pratiquée. Ça, ce sont les conditions de la loi belge qui permettent, dans certaines conditions, de poser pour le médecin le geste ultime d'humanité par rapport à un patient qui se trouve en situation d'une détresse et d'une souffrance incoercible. Lorsque le patient, comme c'est le cas de Vincent Lambert, n'a pas laissé de directive anticipée, ni n'a la possibilité aujourd'hui d'exprimer son souhait auprès du corps médical, quelle serait la décision prise en Belgique ? Écoutez, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. Le premier, comme vous venez de le signaler, c'est la déclaration anticipée. Et il est indispensable, d'autre part, c'est de déterminer, évidemment, l'état d'inconscience du patient. Et c'est seulement dans ces conditions-là, effectivement, que l'euthanasie peut être pratiquée, je le répète, si le patient est inconscient. La Belgique est avec le Luxembourg et la Suisse l'un des 3 pays qui légalisent aujourd'hui le recours à l'euthanasie en Europe. Cette loi, elle a été réclamée par une majorité de la population, elle a été dure à faire accepter. Comment ça s'est passé ? Oui, j'y ajouterai la Hollande qui a aussi pris une législation de même nature. Écoutez, je peux vous dire que ça s'est passé de la manière la plus transparente, à la fois dans l'ensemble du monde de la santé, mais aussi sur le plan politique, sur le plan du Parlement, avec des débats qui ont été particulièrement ouverts et avec une demande qui est une demande générale, me semble-t-il, de la population, parce que je veux toujours rappeler que la loi a été votée à une majorité presque des 3/4 et que si on sonde la population, je pense que l'avis de la population correspond effectivement au vote qui a été formulé. Je rappelle aussi que la loi a été votée maintenant en 2002, donc nous avons cette expérience et que on montre bien précisément qu'on peut répondre à une situation de détresse et le faire de la manière la plus humaine possible sans qu'on ait pu constater de dérive. Merci Philippe Mahou. Avec nous également à présent Alain Claes, maire de Poitiers, co-auteur du rapport sur la fin de vie et de cette loi donc baptisée Claes-Leonetti qui aujourd'hui est en vigueur en France. Alain Claes, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment jugez-vous le cas de Vincent Lambert, la décision du corps médical aujourd'hui dans le cas d'un patient qui n'a pas laissé de directive anticipée? Est-ce que vous le comprenez? Tout d'abord, ce soir, j'ai beaucoup de respect, d'émotion par rapport à cette situation qui a conduit à un déchirement familial extrêmement fort. Et je comprends la responsabilité du corps médical qui a pris cette décision de façon collégiale et qui s'inscrit
dans le cadre de la loi que nous avons fait voter au Parlement avec Jean Leonetti. Une loi ne s'applique pas mécaniquement, elle doit être appréciée cas par cas en fonction de la communauté médicale et en fonction du dialogue singulier qui peut exister entre cette communauté médicale et la famille. Qu'est-ce qui a justifié, d'après vous, l'application de la loi en l'espèce? La volonté exprimée par son épouse? Oui, mais pour une raison aussi simple, le Conseil d'État a émis un avis après consultation d'experts médicaux. La situation de Vincent Lambert est une situation d'état végétatif. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui maintenu artificiellement en vie. Et donc, le cadre de la loi pouvait s'appliquer, à savoir la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, sachant que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès doit s'accompagner de l'arrêt de tout traitement. Et là, je voudrais un peu insister, car j'ai entendu depuis ce matin un certain nombre de déclarations où il y a des confusions. L'arrêt de tout traitement, en l'occurrence pour Vincent Lambert, c'est l'arrêt de toute hydratation et nutrition artificielle qui constitue un traitement. Ce qui ne veut pas dire, que, contrairement à ce que certains ont affirmé, que les soins sont interrompus. Bien au contraire, les soins vont accompagner Vincent Lambert jusqu'au bout. Et je pense que ce soir, malgré le déchirement familial, cette décision des médecins rentre dans le cadre de la loi et de mon point de vue, elle se justifie. Et je pense que tous les recours ont été réalisés par les parents de Vincent Lambert. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, j'ai une pensée pour la femme de Vincent Lambert qui, à un moment ou un autre, doit pouvoir faire son deuil. Le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU, Alain Claes, demande à la France que les soins de Vincent Lambert ne soient pas interrompus pendant le traitement de son dossier. Et le défenseur des droits, Jacques Toubon, lui-même estime qu'une interruption entrerait en contradiction avec les décisions des justices de ce que souhaite ce Comité des Nations Unies. Quelle est à vous votre position? Est-ce que la France doit s'y conformer ou au contraire, comme le juge, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, considérer que cette décision, cette demande de l'ONU n'est pas contraignante? Non, elle n'est pas contraignante. J'ai lu avec attention la déclaration du président de la République, la position de Mme Agnès Buzyn. Je pense qu'ils ont eu les mots justes. Les recours ont été faits. Ce n'est pas une décision, j'allais dire, administrative, bureaucratique, politique. C'est dans le cadre d'une loi qui, je vous rappelle, a fait l'objet de recours au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a tranché sur l'égalisation de cette loi. C'est dans le cadre de cette loi qu'un groupe collégial de médecins de Reims ont considéré que, en l'état actuel des choses, le processus d'arrêt de tout traitement pour Vincent Lambert s'appliquait. La loi française, et ce sera ma dernière question, Alain Claes, s'oppose à l'acharnement thérapeutique, ce que vous avez appelé vous-même dans cette loi, donc rédigée avec Jean Leonetti, l'obstination déraisonnable. Mais cette loi, elle interdit l'euthanasie ou le suicide assisté. Quelle est la nuance? Est-ce que c'est facile à distinguer? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, justement, dans la définition des termes? Vous savez, ce soir, il y a deux reproches contradictoires. Ceux qui considèrent que nous avons été trop loin dans le cadre de cette loi et ceux qui considèrent que nous avons été pas assez loin. Concernant l'euthanasie, ce n'est pas le sujet que nous avions à traiter. Il y a des cas où notre loi n'apporte pas de réponse. Dans le cadre de la loi, qu'est-ce qui est dit? Lorsque le pronostic vital est engagé, et il est engagé lorsqu'on arrête tout traitement pour maintenir artificiellement en vie Vincent Lambert, cette sédation profonde et continue jusqu'au décès s'applique. Je crois comme toute loi, il faudra qu'elle soit évaluée, savoir si cette mise en place de cette possibilité se fait réellement. Il faut développer parallèlement les soins palliatifs. Mais je pense qu'aujourd'hui, malgré l'émotion, surtout à travers le déchirement de cette famille, malgré l'émotion, je pense que les médecins ont pris en responsabilité une décision qui se justifie. Merci Alain Claes d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Une réaction, Elisabeth de Courrèges, à ce qu'on vient d'entendre.
Le maintien, l'alimentation et l'hydratation du patient, c'est d'une certaine manière le maintenir artificiellement en vie. C'est ce qu'on comprend de ce que dit finalement Alain Claes. C'est comme ça qu'il analyse la situation au regard de sa loi. Oui. Comment vous le comprenez? C'est vrai que Vincent Lambert, aujourd'hui, ne peut pas s'alimenter et s'hydrater seul. Voilà, donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un traitement. On peut légitimement s'interroger, est-ce que finalement ce ne serait pas un traitement minimum? Je pense que c'est une question qui doit rester aujourd'hui encore ouverte. Après, et même s'il ne peut pas encore s'alimenter et encore s'hydrater, au fond, est-ce que c'est ça ce qui compte, ce qu'il ne peut faire ou ne peut plus faire? Est-ce que c'est ça ce qui importe pour qu'on le laisse en vie ou qu'on le laisse mourir? Est-ce que l'on doit se séparer de ces personnes parce qu'elles ne peuvent plus accomplir des actes, elles ne peuvent plus être utiles à la société, elles ne peuvent plus marcher, bouger? Est-ce qu'on doit s'en séparer comme on se séparerait d'une machine qui ne fonctionne plus? Non, je ne crois pas. Vincent Lambert n'est pas une machine, n'est pas un légume. Et là, Vincent Lambert est une personne qui aujourd'hui ne peut plus faire beaucoup de choses tout seul, même quasiment rien. Enfin, il peut respirer seul quand même. Mais voilà, ce qui est quand même important, c'est pas quelqu'un qui est dans le coma accroché à plein de tuyaux comme beaucoup pensent. Hein. Donc voilà, mais la question n'est pas là. Vincent Lambert est une personne et parce qu'il est une personne, je crois qu'on a quelque part une exigence sociétale de venir accompagner ces personnes qui sont les plus fragiles parmi nous. Y compris en n'entendant pas une autre personne qui a sans doute été celle la plus proche, en tout cas pendant des années, de Vincent Lambert, c'est-à-dire son épouse, lorsqu'elle explique que lui-même aurait souhaité ne pas vivre dans ces conditions. C'est ce qu'elle exprime. Malheureusement, on ne sait pas exactement ce que lui peut en dire aujourd'hui. C'est vrai que pour ça, les directives anticipées peuvent être des éléments précieux de discernement. C'est un dispositif qui a ses limites aussi, mais c'est vrai que c'est un élément qui aurait pu être précieux dans cette S'il y avait eu des directives anticipées, vous auriez dans ce cas-là compris qu'on aide Vincent Lambert à mourir? Je crois que les directives anticipées ont vraiment, encore une fois, leurs limites, hein, parce que c'est difficile de rédiger. Moi, je suis assez jeune encore, à mon âge, en bonne santé. Comment est-ce que je voudrais... qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse? Forcément que je ne voudrais pas vivre cette vie. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, les patients dont je m'occupe au quotidien, qui sont dans une situation très proche de celle de Vincent Lambert, ont une dignité de vie et que je souhaite, par tout ce que je fais, le manifester, la valoriser, créer des conditions qui valorisent cette dignité. C'est peut-être là la différence avec ce que nous disions. Finalement, il y a une dignité que je crois fondamentalement objective. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le droit. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on peut ne pas être d'accord avec elle, mais heureusement, c'est la base de notre société. En revanche, qu'il y ait des conditions de dignité qui, aujourd'hui, sont désastreuses, c'est vrai. Et je crois que nous devons agir pour permettre des conditions de vie dignes, y compris en fin de vie. Et cela peut vraiment se faire en accompagnant naturellement la fin de vie sans accélérer la mort. Comment faire, Jonathan Devis, pour qu'il n'y ait pas un doute jusqu'au bout, finalement, quand bien même le patient aurait exprimé à un moment de sa vie un souhait à travers des directives anticipées, qu'il n'y ait pas ce doute, finalement, ultime face à un patient qui ne peut plus s'exprimer? Est-ce qu'il le souhaite toujours, mourir? Il faut savoir que les directives anticipées, alors vous dites je suis jeune, mais moi j'encourage tout le monde, même les plus jeunes, à écrire des directives anticipées. Alors c'est pas parler de la mort qui fait mourir. Par contre, on veut tous mourir le plus tard possible chez soi sans s'en rendre compte. C'est pas la réalité aujourd'hui, des choses qui se passent. Donc j'encourage vraiment les gens à faire ces directives anticipées. On peut les changer, on peut les modifier, etc. La différence, c'est pas. Et elle est confirmée à intervalles réguliers pour que ce doute, en tout cas, soit le plus faible possible. Ah non, elles sont valables aujourd'hui. La loi Claes-Leonetti fait qu'elles sont valables indéfiniment. C'est pas on n'est plus obligé de les refaire justement. tous les 3 ans. Oui. Voilà. Après, il y a d'autres soucis. C'est le premier, elles ne s'imposent pas encore totalement au médecin. Il y a le cas d'urgence vitale, et puis si le médecin juge qu'elles sont rédigées de façon inappropriée, ou ça dans la loi. Voilà, dans le droit français, ça n'existe pas. Après, vous dites, notre différence, elle n'est pas sur la dignité. Hein. Une nouvelle fois, ma dignité, ce que je juge propre pour ma dignité, n'est pas ce que vous jugez peut-être propre pour vous. Notre vraie opposition, c'est que moi, je n'ai pas de vérité. Je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je ne suis pas un militant du suicide assisté. Je suis un militant du libre choix. Et le problème, c'est que si votre choix à vous aujourd'hui, madame, c'est de pouvoir, par vos convictions, parce que vous l'avez décidé ainsi, ne pas bénéficier, si demain il y avait une loi, d'une aide active à mourir, je veux que vous soyez respectés dans votre choix. Les personnes, par contre, qui souhaiteraient en bénéficier, doivent aussi être respectées dans leur choix. Et le problème aujourd'hui, j'entends M. Claes-Leonetti, il ne va pas nous dire que sa loi est mauvaise, ça c'est certain. M. Leonetti, pendant 3 lois, il nous a dit que c'était parfait, mais c'était méconnu. Bon, le problème, c'est que si on est là encore à en parler, c'est que la loi, elle est mauvaise à un moment donné. Il y a 3 échecs, donc il va falloir changer les choses et mettre ce choix. Vous l'attribuez à quoi? Pour vous, il y a une ambiguïté qui subsiste? Mais il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie totale. On parle de sédation, c'est une hypocrisie. Pour vous, aujourd'hui, on pratique déjà l'euthanasie en France de manière déguisée à travers la sédation profonde? Mais c'est pas selon moi. Enfin, dans tous les cas, on le sait. Il y a des médecins qui prennent des risques. Moi, j'appelle ça des médecins compatissants, à la condition qu'ils le fassent
à la demande des personnes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ce n'est pas la DMD qui le dit, c'est l'Institut national des études démographiques qui le dit, vous avez des euthanasies clandestines en France qui se passent, mais parfois sur des personnes qui n'ont rien demandé. Et ça n'interroge personne. D'où vous donnez ça? L'Institut national des études démographiques. Non, elle ne dit pas ça exactement. Elle dit qu'elle a comptabilisé les médecins qui ont déclaré que certaines pratiques auraient pu entraîner à la mort. C'est un peu différent. L'injection létale, madame, ça s'appelle une euthanasie, l'injection létale. Dans votre étude, ce n'est pas l'injection létale. Et c'est en particulier, par exemple, des traitements antalgiques, c'est aussi des traitements sédatifs qui ne sont pas forcément entraînés à la mort et qui sont souvent donnés à des gens qui sont en train de mourir. Donc, en effet, ils sont suivis quelquefois. Mais pourquoi cette étude, vous ne voulez absolument pas entendre parler? Je pense que je sais lire tout comme vous le mot injection létale. Ce sont des médecins qui ont rapporté... C'est pas marqué ça. Attendez, c'est marqué injection létale. Je suis désolé, vous disiez peut-être pas le mot. Il y a marqué aussi l'arrêt des traitements. Mais j'invite tout le monde, parce que ce débat, on l'a depuis des années. Il y a un moment donné, c'est marqué 0,8% par injection létale. C'est interdit en France, injection létale. Et la ligne d'en dessous, c'est 0,2% sur des personnes qui n'avaient pas demandé. Sur le site de l'INED, donc. C'est l'Institut national des études démographiques. C'est pas la DMD qui le dit. Qu'en dites-vous, justement, Catherine Kiefer? Sur 2 points. Est-ce qu'il y a une hypocrisie pour vous aujourd'hui dans la sédation profonde? Est-ce qu'on ne veut pas dire euthanasie, en fait? Alors, la sédation profonde, ça peut n'être qu'une sédation provisoire, en fait. Et on ne tue pas la personne avec une sédation. Ce que disait le docteur Barin tout à l'heure. Donc, ça peut n'être que provisoire. Et quand la personne va mieux, on enlève les produits sédatifs et la personne récupère. La sédation n'a aucune incidence sur l'état de santé du patient. C'est une question de produit et de dose et de manipulation de ces doses. Non, mais je voulais revenir sur les directives anticipées. Je suis d'accord avec monsieur, il faut faire des directives... Enfin, si on fait des directives anticipées, au moins comme ça, il n'y aura pas de doute. Mais dans le cas de Vincent Lambert, l'épouse dit une chose et le reste de la famille dit une autre chose. Il n'y a pas de consensus sur les directives anticipées. Donc déjà, il faudrait que le doute profite à la vie. C'est-à-dire les Belges ont prévu ça. Ils ont été très intelligents, les Belges. Accès universel aux soins palliatifs, droit des patients, légalisation d'euthanasie. Et en Belgique, ce cas-là, il n'existerait pas. Est-ce qu'il y a une obligation pour chacun d'établir ces directives anticipées? Ce n'est pas une obligation, les directives anticipées. Moi, j'encourage les gens à les écrire pour dire ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Et surtout à désigner des personnes de confiance. Dans le doute, ça veut dire qu'on ne fait rien. Vous acceptez donc que dans le doute, on ne fasse rien pour des personnes aujourd'hui, la loi, elle fait que dans le doute, on ne fait rien. Non, pas tout à fait. Parce que quand même, la loi dit que le médecin ne doit pas faire d'obstination déraisonnable. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Cette loi, elle avait été aussi écrite parce que on avait l'impression à cette époque que la médecine, l'AREA allait jusqu'au bout du bout, y compris quand il n'y avait pas de bénéfice pour le patient. Alors, on parle beaucoup d'une situation qui est la situation de Vincent Lambert, qui est une situation très rare. On parle très peu de situations d'obstination qui étaient avant déraisonnables, qui sont beaucoup plus fréquentes et qui, heureusement, commencent à diminuer. Et c'est de ça dont il faut aussi un peu parler. C'est qu'il faut d'abord aussi que les soins et les traitements soient distribués aux malades en accord avec le malade et à chaque fois en discutant. C'est ce qu'on appelle... Lorsque l'état de conscience du malade le permet. Oui, mais... La plupart du temps, dans la plupart des cas, l'état du malade permet de discuter. Même sous morphine, l'état de conscience du malade n'est pas altéré? Ah non, excusez-moi, sous morphine bien conduite, non, l'état du malade n'est pas altéré. Et on fait ce qu'on appelle un advanced care planning, mais qu'on discute pas seulement en toute fin de vie, mais dès le début de la maladie, sur le type de traitement, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut obtenir, jusqu'où on va aller. Et si on fait ce genre de démarche, on est au plus près du soin du patient. Et c'est ça vers quoi on veut arriver. Et il ne s'agit pas simplement de réfléchir en toute fin de parcours, quand déjà les choses ont été tellement outrancières qu'il n'y a plus de possibilité, qu'on peut ne faire que s'arracher comme ils font malheureusement dans cette famille, ou comme on le fait malheureusement souvent dans ces débats. La question, c'est vraiment d'essayer une révolution de la médecine pour qu'elle puisse prendre en compte l'ensemble des choix des patients et pas seulement en fin de vie. Depuis le début des traitements. Et ces conditions aussi d'entente, comme vous le décrivez très bien, quelque part d'une alliance thérapeutique entre le médecin et le patient. Mais les directives anticipées, je crois, ne doivent pas être des injonctions au médecin, mais un élément de discernement dans une réflexion. Parce qu'un choix ne nous engage pas seul. On ne fait pas une demande d'euthanasie en toute autonomie. À un moment donné. Pourquoi vous ne pensez pas que je peux avoir des actes de soignants? Parce qu'il y aura bien quelqu'un qui va faire l'injection létale. J'admire votre vérité sur tout ça. Moi, j'en ai aucune. Je ne sais pas demain si je peux souhaiter
je rejoins madame sur des soins palliatifs, l'euthanasie ou le suicide assisté. Moi, je n'en sais rien. Mais mes directives anticipées, je vois pas pourquoi un médecin aurait le droit de me dire non, mon coco. Et parce que le médecin n'est pas un distributeur. Il aurait le droit de ne pas vouloir les appliquer pour des raisons de conscience. Il aurait le droit de ne pas vouloir les appliquer. Il a le droit aujourd'hui de ne pas les appliquer pour des raisons de conscience. Il a le droit, puisque c'est ce qu'on appelle de manifestement inapproprié. Donc il a le droit. Je trouve ça scandaleux. Non, mais enfin, c'est vrai qu'on a tous envie que toutes nos volontés soient respectées. Il se trouve qu'en fin de vie, on s'aperçoit malheureusement que souvent, c'est pas le cas et c'est pas une question de médecin. Vous voulez rentrer à la maison, c'est tout à fait respectable, mais pour que ça puisse se faire, il faut que votre femme, vos parents l'acceptent. Et vous pouvez toujours dire que ce sont vos directives anticipées. Ce qui va compter, c'est l'entourage. La loi belge, la loi belge prévoit justement que la décision revient aux conjoints puis aux enfants adultes, s'il y en a, et enfin aux parents en cas d'absence de directive anticipée. Dans le cas présent de Vincent Lambert, la loi belge aurait donc décidé de la fin de vie. Sauf que les directives anticipées, elles s'appliquent que si la personne est inconsciente. Non. Ça a bien été dit Belgique, par le collègue belge. En l'absence de directive anticipée. Voilà, s'il n'y a pas de personne de confiance et que la personne est inconsciente, avec une maladie incurable, des douleurs épouvantables, à ce moment-là, on peut pratiquer... C'est le conjoint et les enfants adultes avant les parents. Voilà, mais s'il n'y a pas de directive anticipée. Mais ces conditions-là ne sont pas du tout rassemblées dans le cas de Vincent Lambert. Ah ben on y est pile, hein. On est pile dedans, pas de directive anticipée, pas de personne de confiance. Il a exprimé des choses qu'il n'a pas écrites. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez une décision collégiale et vous avez un déchirement familial entre l'épouse qui accepte la décision médicale, parce que ce n'est pas l'épouse qui demande à ce qu'on fasse cela. Elle accepte la décision médicale et des parents qui, coûte que coûte, contestent cette décision médicale. Donc on est là-dedans. Vous voulez dire que l'épouse n'a pas de volonté et n'est pas militante dans ce dossier? Elle ne l'était pas au début, en tout cas. Elle le dit elle-même dans son livre. Je pense que dans le dossier, les parents sont plus militantes que l'épouse. Voilà. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est revenir sur les états végétatifs. Le fait d'être en état végétatif n'est pas en soi une obstination, un signe d'obstination déraisonnable. Des patients en état végétatif, j'en ai donc dans mon service. Et ils sont alimentés de façon artificielle. Pour nous, l'alimentation, c'est pas un traitement, quoi qu'en dise la loi. La loi a tranché là-dessus. Pour aller au bout pour nous, c'est un besoin de base, l'alimentation. Est-ce donc qu'interrompre l'alimentation, la nutrition, serait synonyme d'euthanasie, comme le pensent certains adversaires de l'euthanasie, dans le cas présent de Vincent Lambert? Mais ce qui est certain, c'est que Vincent Lambert va mourir de ça et ne va pas mourir naturellement, alors qu'il peut mourir naturellement. Ce ne sont pas des gens qui sont maintenus en vie, en survie. Moi, j'ai travaillé en unité EVC, avec des personnes en état végétatif chronique, et quand j'y étais, on avait des résidents, des patients qui mouraient naturellement. Enfin, ils sont plus fragiles que les autres, donc en effet, ils ont des complications. Mais voilà, c'est pas l'absence d'alimentation et d'hydratation qui met fin à leur vie. Il va mourir de faim et de soif. Ah non, il va mourir de vous allez me dire déshydratation, qu'il ne ressent pas la soif. Oui, c'est un peu différent. Il va mourir d'insuffisance rénale, probablement. Il faut tous qu'on meure de quelque chose. Dans mon service, quand un patient meurt, c'est d'une complication médicale. Et effectivement, on réfléchit au cas par cas, avec une gradation des soins. À quel moment, si on fait tel et tel acte de traitement, est-ce qu'on ne va pas être dans une obstination déraisonnable? Et on réfléchit au cas par cas. Et certains traitements, on va décider, en accord avec les familles, de les limiter. Le problème aussi, dans le cas de Vincent Lambert, c'est qu'il n'y a pas d'accord familial et que dans la loi Leonetti, il est bien parlé d'une collégialité qui est indispensable et in fine, c'est le médecin qui va trancher. Nous, ce qu'on pense, et l'Association des familles de traumatisés crâniens dit la même chose, c'est qu'il faudrait que cette collégialité s'impose aux médecins. Et dans le cas de Vincent Lambert, le médecin a tranché pour l'épouse, en fait. Donc, toute la famille n'est pas d'accord. C'est pas le premier médecin à avoir tranché dans ce sens-là, voilà, quand même, mais il faut le dire. C'est-à-dire que le problème que je vois là, c'est que Vincent Lambert, il est dans un service de soins palliatifs. Et que quand on est dans un service de soins palliatifs, on fait de l'accompagnement jusqu'au décès. S'il était dans c'est la philosophie du service dans lequel il se trouve. Exactement. S'il était juste dans un service adossé à une unité de rééducation, on ferait des projets de vie pour qu'ils vivent le moins mal possible. Merci beaucoup Catherine Kiefer, merci également à Isabelle Main. C'est malheureusement la fin de ce débat, mais j'imagine qu'on aurait pu le continuer encore très très longtemps. Merci à vous Elisabeth de Courrèges, ainsi qu'à Jonathan Denis, et puis à Philippe Mahou et Alain Claes qui ont été avec nous durant ce débat. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.